Bonjour, Bonjour à toutes, bonjour à tous. si ça vous va, on va attendre un tout petit peu avant de commencer, 2-3 minutes, histoire que tout le monde ait la chance de se connecter, de se joindre à nous. N'hésitez pas à vous présenter sur le chat pour qu'on... Bonjour Elodie. Qui est avec nous? Bonjour Marie-Pierre, bonjour Emmanuel, Garance. Bonjour Frédéric. Super. Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. En Bonjour direct du Rosemarie. Québec, on a de la chance. Je sais pas quelle heure il est, mais je pense que c'est C'est un webinaire international. le premier Grâce à vous, webinaire Rosemary. Exactement. avec le café du petit déjeuner. 9h01, exactement. Vous commencez la journée. J'espère que vous allez la commencer le mieux possible. Comme on n'a pas beaucoup de temps, peut-être qu'on peut commencer. Je vous propose effectivement qu'on entre dans le vif du sujet. On est ravis avec Anaïs de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la santé mentale des professionnels des ressources humaines et vous présenter les résultats de notre baromètre sur ce sujet. Peut-être un tout petit mot sur nous avant de commencer. Je suis Juliane Aldi, je suis la cofondatrice et la CEO de TIL. TIL, c'est la première plateforme de prévention en santé mentale à l'impact mesurable et durable. C'est l'entreprise que j'ai cofondée en 2021. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une cinquantaine de collaborateurs et on couvre plus de 80 000 salariés en France et en Europe et un demi-million aussi de bénéficiaires via des accords avec des mutuelles et des assurances collectives. Et notre ambition, ou en tout cas notre croyance très forte et ce qui nous lève le matin, c'est vraiment de faire du sujet de la santé mentale un pilier des organisations et un pilier de la performance des organisations avec lesquelles on travaille. Et moi, c'est Anaïs Roux, je suis psychologue du travail de formation spécialisée en neurosciences. Chez TIL, je suis directrice scientifique et autrice à mes heures perdues de livres sur le cerveau et le stress. Une bibliographie que je vous recommande très vivement. Je vais passer très vite sur l'agenda. On va parler un petit peu du contexte et des enjeux. Pourquoi on a décidé aujourd'hui de vous parler de la santé mentale des RH, même si je pense que vous êtes là pour la bonne raison. On regardera un peu plus ce qu'on a fait en termes de méthodologie et d'échantillons, parce que c'est des données qui sont propriétaires et une méthodologie qui est propriétaire. Donc on va vous expliquer un peu d'où ça vient. Et surtout, on va passer le plus de temps sur regarder un peu quels sont les points saillants de cette étude, avec 5 constats et 5 leviers d'action les plus concrets possibles qui peuvent vous aider dans votre quotidien à partir de demain, j'allais dire, mais à partir d'aujourd'hui même. Donc, quelques mots sur le contexte. En préambule, je vais vous poser une question, donc vous pouvez répondre dans le chat directement. Quel est selon vous le pourcentage de salariés prêts à quitter leur entreprise pour préserver leur santé mentale? Est-ce que vous avez un chiffre en tête? 40%, 50%, 45%, 35%. Vous êtes vraiment pas loin. Alors, Elodie, 80%, on est un peu élevé, effectivement. Aujourd'hui, c'est 34% des salariés qui ont déjà pensé à quitter leur entreprise pour préserver leur santé mentale. C'est 4% de plus que l'an dernier, donc plus de 10% de plus que l'an dernier. C'est des chiffres qui sont propriétaires. Ça vient de la 2e édition de notre baromètre de la santé mentale des salariés qui va bientôt sortir. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce chiffre? Il nous dit effectivement que la santé mentale, c'est un sujet de préoccupation qui est devenu un enjeu majeur. Il y a plusieurs choses qui l'expliquent, évidemment, plusieurs tendances. Les aspirations des jeunes générations qui changent, l'aspiration à plus de sens, une forme d'isolement, parfois d'hyperconnexion dans le travail, des attentes, encore une fois, qui sont redéfinies, qui sont plus prégnantes. On voit qu'il y a des facteurs qui sont multiples, mais ça se traduit effectivement par le fait que il faut prendre en compte ce sujet de façon prioritaire dans les entreprises parce que c'est un enjeu évidemment de performance et ce chiffre de 34% le montre a priori.
Il y a peut-être une chose que je voudrais faire avant qu'on glisse vraiment plus dans le détail, c'est parler de la définition de la santé mentale pour qu'on soit sûr de parler tous de la même chose. La santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, faire face aux difficultés normales de la vie, travailler avec succès de manière productive et être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Concrètement, cette définition, c'est celle de l'OMS. Pourquoi c'était important pour nous de commencer par cette définition? Pour rappeler que c'est une définition qui est universelle. Toutes les générations peuvent se retrouver là-dedans, toutes les cultures. C'est une définition qui parle à la fois de l'émotionnel, du cognitif, du social, des relations. Et c'est une définition aussi qui parle de façon très très large du bien-être et qui parle aussi un peu de performance, de travailler avec succès. Et pour toutes ces raisons-là, on pense que c'est un très bon levier d'entrée pour aborder ces sujets liés à l'organisation et à la santé mentale. Et ce que j'aime bien rappeler, c'est que la santé mentale, on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas de prix. Pourtant, le coût, lui, il est bien réel. Et quand vous voyez ces chiffres-là, alors peut-être que ça vous interpelle. Je me demande toujours un peu ce que ça peut générer dans l'esprit des gens. 1 200 €, 2 600 €, 14 000 €. Si vous avez une idée, vous pouvez le mettre déjà dans le chat. Il se trouve que c'est le coût de l'absentéisme porté par l'employeur par an, le coût des départs non souhaités. Donc rien qu'avec ces deux volets-là, on est à 3 800 € par an par employé porté par l'entreprise, auquel il faut rajouter la productivité, le risque sur la productivité et la valeur à risque de la productivité. Il faut savoir que une santé mentale dégradée, ça touche plus d'un tiers des collaborateurs et des collaboratrices au cours de l'année. Et donc c'est bien important d'avoir ces chiffres-là en tête aussi pour se demander pourquoi c'est si important de faire de la prévention en santé mentale et pourquoi ça va être essentiel d'être capable de mesurer l'impact à travers le temps. Et peut-être en dernier point de cette introduction, ce qui était important pour nous, c'est de se rappeler pourquoi on a fait ce webinaire, ce volet barométrique sur la santé mentale des RH. Vous, en tant que responsable des ressources humaines, vous êtes au cœur de la performance des organisations et vous êtes au cœur des attentes, je dirais. Vous sacralisez aussi un peu les attentes qu'ont à la fois les collaborateurs, une valeur d'exemplarité, de représentation de la culture d'entreprise, d'incarner les valeurs de l'entreprise, mais aussi évidemment de la direction et de ce que représente l'entreprise dans son ensemble. Et j'aime bien prendre le parallèle avec le personnel dans un avion. On apprend toujours dans un avion qu'il faut d'abord mettre son masque à oxygène sur soi avant de mettre sur le nez du voisin. Et c'est encore plus vrai en tant que pilote d'avion, évidemment, ou personnel navigant. Et je vois un peu la fonction RH sous cet angle, de se dire, en fait, il faut être capable de protéger sa santé mentale si on veut être capable de véhiculer cette idée et de l'incarner au sein de la culture d'entreprise et beaucoup plus largement dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on a voulu vous dédier aussi cette étude barométrique et ce webinaire. Et je vais donner la parole à Anaïs, je vois certaines questions dans le chat, notamment il serait intéressant de connaître le détail du calcul des chiffres. Avec plaisir, on y reviendra, on gardera un petit peu de temps pour les questions et donc avec plaisir pour le faire à ce moment-là. N'hésitez pas à mettre vos questions dans les questions, comme ça on y répondra en fin de webinaire. Anaïs, je te laisse rentrer un peu plus dans les détails de l'étude. Donc cette étude qu'on a lancée, avant une petite question préliminaire, d'après vous, est-ce que vous pensez que votre santé mentale, du coup, parce que vous êtes majoritairement RH si vous faites partie de ce webinaire, soit prise suffisamment en considération de votre entreprise? Vous pouvez soumettre votre vote et puis on reviendra au résultat un tout petit peu plus tard. Donc pour ce baromètre, on s'est basé sur 1120 professionnels RH de tout secteur d'activité confondus qui ont répondu à notre indice de santé mentale. Cet indice de santé mentale, c'est un indice qui est propriétaire de TIL qu'on a développé dans le but d'évaluer la santé mentale dans un aspect global. Un petit peu comme vous disiez Julie avec la définition de la santé mentale. Nous, on ne voulait pas seulement s'arrêter à la santé mentale en entreprise, donc ce qui allait 100% dépendre des ressorts de l'entreprise, mais vraiment la santé mentale au global, puisque c'est celle-ci qui vient impacter la vie en général, mais aussi la productivité, l'absentéisme, le présentéisme, etc. Donc cet indice de santé mentale qu'on a utilisé pour se baser pour notre baromètre,
La base de cet indice, c'est le WHO5. Donc, c'est un questionnaire développé par l'Organisation mondiale de la santé qui a pour objectif d'évaluer l'état de santé mentale, les tendances notamment dépressives. Ça, on l'a utilisé notamment parce que c'est un outil qui est international, qui est systématiquement mis à jour chaque année. Et donc, on a des données qui évoluent. Donc, on sait que c'est un indice qui est valide. À ça, on a voulu rajouter des questions pour vraiment mesurer la santé mentale dans sa globalité. Et on a rajouté 15 questions permettant d'évaluer l'épanouissement, la résilience, la maîtrise de soi, l'estime de soi et les relations interpersonnelles. Et on a aussi rajouté 10 questions qui sont inspirées du COPSOC. Peut-être que vous connaissez. C'est le fameux questionnaire d'évaluation des RPS de Copenhague qui permet d'évaluer un petit peu toutes les dimensions, telles que les dimensions qui sont liées au travail, telles que le stress au travail, l'alignement des valeurs, la reconnaissance, la relation managériale, la motivation, le besoin de ressources, l'autonomie, etc. Voilà un peu pour notre indice. Et cet indice-là, nous, notre objectif, c'était vraiment, comme tout outil en psychométrie, c'était de s'assurer qu'il évalue très justement la santé mentale et que ce soit un outil qui soit très fiable. Et c'est pour ça qu'on l'a co-construit avec notre conseil scientifique qui est constitué de docteurs en psychologie, de docteurs en psychométrie, de médecins psychiatres et de psychologues. Julia, je te laisse reprendre la main pour commencer les 5 constats et donc garder... Juste, Julia, je ne sais pas si tu as vu, mais Delphine nous a donné les résultats. J'étais en train de les regarder en même temps, effectivement. Et effectivement, c'est une bonne introduction. On est à 2 tiers d'entre vous qui pensent que la santé mentale des RH n'est pas prise en considération dans son entreprise. Donc, c'est intéressant. C'est un constat. On fait le même constat de notre côté, en tout cas d'une large majorité. Et c'est aussi pour ça qu'on a construit ce baromètre. Donc, allons dans le détail des constats et des actions. La première chose, c'est que l'état de santé mentale des professionnels RH est sur le fil. C'est-à-dire sur le fil, ça veut dire qu'il y a un score au WHO5, comme on parlait Anaïs, de 50 sur 100. L'OMS définit ce seuil-là, 50%, pour dire qu'en dessous, on est dans un état sous-optimal et au-dessus, dans un état qui est d'abord moyen, puis bon, puis excellent. Et il y a quelque chose qui est très intéressant et qu'on avait vraiment envie de mettre en avant aussi, c'est qu'il y a un facteur de protection très fort pour soutenir cet état de santé mentale, même s'il n'est pas extrêmement bon. C'est la qualité des relations interpersonnelles et il y a 86% d'entre vous qui considèrent avoir eu suffisamment de relations de confiance avec les autres. Et on verra, et Anaïs va vous détailler un peu plus pourquoi et comment y faire face, mais on verra que c'est aussi un élément qui est essentiel parce que les relations interpersonnelles sont un axe essentiel ou l'axe parfois le plus essentiel pour construire sa résilience mentale et un état de santé mentale qui soit le meilleur possible. Complètement. Et c'est vrai que nous, c'était important pour nous de commencer ce baromètre en partageant ce chiffre-là, parce que c'est vrai que quand on parle de la santé mentale des RH, on a tendance beaucoup à parler en effet de ce qui ne va pas, notamment de la charge mentale, de la fatigue. Et pour nous, c'était vraiment important de parler aussi de ce qui fait votre force et de ce qui vous distingue aussi des autres. Ce qui fait que c'est aussi la force de votre travail et de votre métier. Et c'est vrai que les relations interpersonnelles apparaissent autant comme une force que vous avez que comme un levier en fait pour favoriser votre santé mentale, ce que nous on appelle en fait un facteur de protection. L'objectif ici aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu des billes pour vous permettre que ces relations interpersonnelles soient systématiquement des forces, ou en tout cas quand vous sentez en fait qu'elles vous drainent un petit peu, quand vous sentez qu'elles vous fatiguent et qu'elles développent chez vous ce qu'on appelle une fatigue compassionnelle, qui est une tendance qu'on observe chez beaucoup de professionnels du care. Donc, de base, on observait ça chez les médecins, les soignants, les infirmiers, infirmières. Aujourd'hui, on l'observe de façon plus généralisée vers toutes les populations qui vont être face à la clientèle, mais aussi face à des émotions fortes au quotidien, ce qui est aussi votre cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Il y a plein de leviers d'action. Gardez aussi à l'esprit que dès que Julia vous partagera un constat, il y a plein de leviers d'action possibles, mais on vous en partage un seul à chaque fois. Parce que c'est celui qui nous parle le plus et qui nous semblait très important. Et comme dit Emmanuel, on me dit souvent que je suis trop empathique. Alors moi, j'aime bien cette notion de trop empathique parce qu'en fait, il y a pas trop d'empathie dans la vie. Je pense au contraire que la société peut manquer d'empathie. En revanche, il peut exister une empathie qui est
mal apprise. Et quand je dis mal apprise, c'est qu'en fait, on n'apprend pas l'empathie à l'école. Ce qu'on sait, c'est que l'empathie, qu'elle soit affective, donc je comprends ce que les autres ressentent, et cognitive, je comprends ce que les autres pensent, c'est une compétence qui va être complexe, que nous, on définit seulement comme ce que je viens de dire, alors qu'en fait, il y a toute une autre dimension de l'empathie, qui est que l'empathie, ce n'est pas seulement ressentir, mais c'est aussi savoir gérer et prendre de la distance sur l'impact émotionnel que ça a sur nous, pour justement éviter de ramener ça à la maison et de se sentir trop fatigué. Donc, comme dit Emmanuel, c'est aussi apprendre à mettre des limites. Et donc, pour ça, par exemple, si on veut développer son empathie individuellement, pour toutes les personnes qui ont l'impression qu'elles manquent d'empathie, dans le sens où elles manquent ce premier aspect de je n'arrive pas à trop rentrer en résonance avec ce que les autres ressentent ou pensent, il y a 2 éléments qui marchent extrêmement bien, et ça dès l'enfance. Donc ça marche aussi pour vous si vous êtes parents. C'est de s'exposer à la diversité des dialogues, diversité des profils, diversité des voyages, écouter activement la façon dont les autres parlent, leurs émotions, leurs histoires, mais aussi lire des histoires fictives. Pourquoi ? Parce que des histoires fictives, ça permet en fait de vivre des choses qu'on n'a pas l'occasion de vivre. Donc ça permet d'identifier des émotions qu'on n'aura peut-être pas forcément l'occasion de vivre. Et ça, c'est extrêmement important parce que, comme tout psy, les RH, c'est pareil. Vous allez être confronté à des situations que vous n'allez jamais vivre dans votre vie. Et pour mettre des limites, pour apprendre à limiter l'impact émotionnel que ça a sur vous, moi, je recommande énormément la méditation parce que ça va permettre la régulation des émotions. Et là, je ne rentre pas trop en détail parce qu'on va reparler de la régulation des émotions un peu plus en détail juste après. En termes de cultiver l'empathie, c'est toujours important. Alors nous, c'est un peu notre approche chez TILS, d'avoir une approche individuelle et collective. Collectivement, l'empathie, à quoi ça ressemble ? En gros, c'est de la sensibilisation. L'entreprise peut mettre en place des formations parce que c'est une compétence qui s'apprend. Ça peut aussi être recruter dans ses équipes des profils qui sont extrêmement divers. Ça peut être mettre à disposition des outils comme TIL pour avoir des modules de formation et des contenus en ligne. Et c'est aussi valoriser toute cette force et cette richesse que vous avez en vous dans les relations interpersonnelles. Le deuxième constat qu'on a fait dans ce baromètre, c'est de se rendre compte que la santé mentale, elle est soutenue par des solides capacités d'adaptation et de résilience. Et ça, encore une fois, c'est vraiment une grande force de votre métier. C'est aussi une exigence parce que c'est les exigences du métier qui font qu'en tant que RH, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de similarités avec en tant qu'entrepreneur ou en tant que dirigeant d'entreprise, il faut être capable de s'adapter et de faire preuve de résilience. Et ce qu'on voit, c'est que 86% des professionnels RH qui ont répondu à notre indice estiment avoir réussi à s'adapter à la nouveauté et aux imprévus sur la période qui a été étudiée. Donc c'est vraiment plus que la population générale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la première entrave à la résilience et à cette capacité d'adaptation, c'est généralement la tolérance à l'incertitude. Et donc ça, pour travailler sur l'intolérance à l'incertitude, il faut venir travailler sur les biais et les biais cognitifs qui vont pousser à l'individu de façon absolument naturelle à aller chercher des certitudes, même quand c'est impossible d'en avoir. Et les biais cognitifs, on aime bien les regarder comme c'est comme des lunettes, un peu des lunettes parfois déformantes. En tout cas, c'est comme un filtre, un prisme à travers lequel on perçoit la réalité, et donc on va percevoir chacun différemment la réalité. Et donc Anaïs va vous décrire un petit peu plus comment on peut travailler dessus. Oui, complètement. C'est vrai que, comme dit Julia, la tolérance à l'incertitude, c'est vrai que quand on parle de résilience ou d'adaptation au changement, très souvent derrière, on va mettre énormément de notions, mais celle qui est extrêmement clé, c'est vraiment cette tolérance à l'incertitude. Et je trouve qu'on on n'en parlait pas du tout avant, mais on en parle de plus en plus, notamment depuis le Covid, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que cette incertitude, on a un peu mis un mot dessus, que cette incertitude, en fait, elle est omniprésente dans la vie, hein, bien évidemment, de façon générale, mais aussi dans le monde professionnel. Et vous, dans votre monde professionnel de RH, ça va être par exemple toutes ces situations où vous allez devoir gérer un PSE, où votre entreprise va être dans un contexte de fusion, de restructuration. Ça peut être aussi l'adaptation d'un nouvel outil, un nouvel SIRH. Ça va être aussi, par exemple, toutes ces avancées sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce que j'intègre ça dans ma pratique de RH ? Ça peut être aussi le contexte géopolitique de la société.
Tout ça, en fait, ce sont des éléments que vous ne pouvez pas maîtriser. Et quand on ne développe pas sa tolérance à l'incertitude, qu'est-ce que ça entraîne? Eh ben, ça génère du stress et de l'anxiété, et donc une rigidité dans l'adaptation, et donc une résilience qui est beaucoup moindre. Donc l'intolérance à la certitude, qui peut paraître complexe quand on l'entend, en fait, ce qu'on entend derrière, c'est le fait d'accepter, plutôt la tolérance à l'incertitude, c'est le fait d'accepter de ne pas savoir, de ne pas pouvoir prédire, de ne pas pouvoir contrôler les événements futurs, et pourtant de réussir à prendre des décisions, à planifier et à agir. Comment on fait ça? La tolérance à l'incertitude, si on veut optimiser justement et ne pas avoir peur de prendre des décisions et de savoir gérer un petit peu tout ce qu'on maîtrise pas, moi, ce que je recommande beaucoup, c'est de travailler sur ces biais cognitifs. En fait, les biais cognitifs, ça va être une entrave à ce que vous allez interpréter de la réalité. Comme disait Julia, c'est comme vous aviez des lunettes. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans une situation, imaginons, reprenons la crise sanitaire, parce que je pense que ça, c'est typiquement la situation qui parlera à littéralement tout le monde. La crise sanitaire, c'était branle-bas de combat pour tout le monde, avec des directions, des conseils, des guidelines qui étaient toutes plus floues les unes que les autres. Et au-delà d'être floues, c'est que d'un jour à un autre, elles étaient contradictoires. Alors là, donc je pense qu'au niveau d'incertitude, on était au maximum. En fonction de nos biais cognitifs à chacun, on allait interpréter ces événements de telle façon, et ça allait allait en déduire du coup des décisions. Et je donne un exemple d'un biais que beaucoup de personnes ont, ça va être le biais de cadre. Le biais de cadre, en fait, c'est un biais où vous allez avoir un cadre, un prisme qui va vous faire, à partir duquel en fait vous allez analyser la situation et réfléchir, et ça va venir influencer vos choix. Par exemple, il y a une étude qui a été faite. Alors, les rois des biais cognitifs, c'est Daniel Kahneman et Tversky. Je sais pas, Daniel Kahneman, peut-être que vous le connaissez. Il a beaucoup travaillé sur la psychologie économique et beaucoup sur les biais. Et par exemple, en fait, une de leurs études, il travaillait sur des soignants. Et dans cette étude, il présentait une exacte même situation sous le prisme du nombre de vies sauvées ou sous le prisme des personnes décédées. Je vais vous écrire le nom tout à fait juste après cette slide-là. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'était que quand vous envisagez une action ou une décision en envisageant les retombées positives de cette décision, les gens ont tendance à faire des choix beaucoup plus prudents parce que vous voulez vous assurer d'avoir ce pourquoi vous avez misé. Je mise sur de la réussite, je veux ma réussite, donc je prends moins de risques. Mon choix est prudent. À l'inverse, quand j'envisage les conséquences négatives, imaginons là dans l'étude, c'était des personnes décédées, donc XX personnes décédées, alors je vais prendre plus de risques parce que je vais maximiser mes chances d'avoir moins de décès. Et ça, c'est hyper important dans vos décisions. C'est quand vous avez un prisme de voir les choses qu'à travers la perte, essayez de changer votre formulation des choses pour le voir à travers le prisme des gains. Et idem, si vous ne pensez qu'à travers les gains parce que vous avez un superbe biais de positivité, essayez de regarder ça aussi d'un point de vue des risques que vous prenez. Et ça marche pour tout. Ça marche aussi pour le biais de négativité, ça marche pour le biais de statu quo, qui va être votre tendance à préférer que les choses restent les mêmes et à opter pour des solutions qui existent déjà. Donc voilà, ayez conscience de vos biais dans la façon dont vous voyez les choses, déconstruisez-les, ça vous permettra, voilà, merci Delphine, et ça vous permettra de tolérer un petit peu plus l'incertitude et d'avoir cette impression de maîtriser un petit peu plus les choses. Je trouve que c'est une bonne transition de parler de cette incertitude. Cette incertitude, elle vient aussi avec un contexte qui est assez exigeant. Et vivre et travailler dans un contexte exigeant, ça peut mener à une dérégulation émotionnelle et même à une fatigue émotionnelle qu'on appelle souvent la fatigue compassionnelle. Le chiffre qu'on avait envie de vous partager ici, c'est celui de 50%, donc une personne sur deux parmi les professionnels RH seulement qui estiment réussir à se débarrasser des pensées négatives. Et les pensées négatives, donc réussir ou pas réussir à se débarrasser de ces pensées négatives, ça fait le lien avec cette régulation émotionnelle. Et on sait que quand on a une régulation émotionnelle plus basse, on est plus sujet au stress aussi. Ce qui se passe souvent, c'est que dans les professions qui exigent une forte empathie, l'empathie dont vous parlez Anaïs dans la première partie de ce webinaire,
On pense notamment aux professions. Alors les professions RH sont complètement dedans. Parfois aussi, on fait le parallèle avec les professions du care, donc ça peut être les soignants. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les psychologues. Ça peut déboucher sur une fatigue compassionnelle et une dérégulation émotionnelle. Juste un petit rappel peut-être de définition, la régulation émotionnelle, c'est vraiment la capacité à savoir moduler ses émotions en fonction de la situation. Et donc, ça dépend de l'intensité qu'on va lui donner, selon le cadre dans lequel on est. Peut-être qu'on va pas répondre de la même façon ou montrer et assumer ses émotions de la même façon selon le lieu, l'endroit, les personnes avec qui on est. Et ce qu'on va développer dans le levier d'action, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser notamment les thérapies cognitives et comportementales sur lesquelles se fondent largement TIL pour créer ce cadre de référence pour travailler. Donc le cadre de référence, c'est la situation. Cette situation, elle donne lieu à une pensée qui génère une émotion et dont va découler une réaction. Et ce cadre de pensée-là, il va nous aider pour comprendre ce que c'est la restructuration cognitive et comment est-ce qu'on peut changer un peu cet enchaînement pour qu'il nous soit plus favorable. Oui. Comme disait Julia, ici ce qu'on va faire, c'est je vais vous présenter un outil qui est un outil dit cognitif. Parce que voilà, comme vous dit Julien, on s'inspire beaucoup des thérapies cognitives et comportementales, mais sachez que pour apprendre à réguler ses émotions, il y a une boîte à outils qui est gigantesque. Vous avez des outils qui vont être sociaux, donc si vous êtes très sociable et extraverti, qui vont pouvoir vous apprendre à réguler vos émotions grâce à vos relations avec les autres. Vous avez des outils qui sont plus émotionnels, tels que la méditation, qui vont vous permettre en fait de vous ancrer dans l'instant présent, d'être dans l'ici et maintenant, et de travailler sur le non-jugement, par exemple. Là, on choisit volontairement de vous parler d'un outil qui est cognitif parce que c'est un outil dont on parle un petit peu moins, mais que je trouve extrêmement puissant et surtout qui est peut-être moins accessible au grand public. En tout cas, je trouve que sur Internet, on en parle soit pas trop, soit assez mal. Donc voilà, on voulait prendre cette opportunité de vous en parler. Donc, comme disait Julia, ça part du principe qu'en fait, en psychologie, on sait qu'une émotion toute seule, en fait, elle n'existe pas. Une émotion, elle n'est pas non plus générée par une situation. Une émotion est générée par la pensée, c'est-à-dire l'interprétation que vous avez fait de la situation. C'est pour ça une même situation sera stressante pour certaines personnes et ne sera pas stressante pour d'autres personnes. C'est parce que la situation en soi ne contient pas l'émotion. Elle passe en fait à travers votre prisme d'analyse, votre personnalité, votre histoire, vos expériences, vos craintes, vos croyances. Vos biais aussi. Et vos biais, tout à fait. Et c'est ça qui va générer cette émotion et donc après la réaction et donc le comportement. Et donc la restructuration cognitive, vous en avez peut-être entendu parler sous forme des colonnes de Beck. En gros, il y a des principes de base en régulation émotionnelle et encore plus si vous voulez faire de la restructuration cognitive. C'est que c'est important de reconnaître et d'accepter ces sentiments négatifs. Faut pas les mettre sous le tapis, faut pas les chasser, faut pas chercher à ne pas les ressentir, faut pas en avoir peur. Les émotions négatives, si vous les chassez, il faut savoir qu'elles vont de pair avec les émotions positives. Si vous ne voulez pas ressentir d'émotions négatives, vous ne ressentirez pas non plus d'émotions positives. Et surtout que plus vous avez tendance à les minimiser ou à les ignorer, plus ça va générer du stress et de l'anxiété. Et donc là, on a le combo, on a le pire des deux mondes. Et je pense que c'est très important, en effet, de faire attention à ça quand on est professionnel du RH ou professionnel du care. C'est qu'en fait, on a une tendance assez innée de minimiser ses propres émotions face aux autres et de laisser plus de place aux émotions des autres que aux siennes. Et ça, malheureusement, ça peut être extrêmement dommageable sur le long terme. Donc, cette restructuration cognitive et ces colonnes de Beck, donc si vous voulez taper colonnes de Beck sur Google, faites-le, ça vous donnera une idée d'à quoi ça ressemble. Ça consiste en décrire la situation que vous avez vécue. Donc, quelle est la situation qui, pour vous, a déclenché cette émotion? Puis, de vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai ressenti, justement, cette émotion? Donc, je vais nommer l'émotion aussi précisément que possible et je vais noter son intensité. Ensuite, je vais essayer de décortiquer tout ça et de comprendre et de capter ce qui s'est passé dans ma tête entre les deux. OK, j'ai ressenti cette émotion, il s'est passé ça. Qu'est-ce que j'ai pensé? À quoi j'ai pensé? Est-ce que j'ai pensé, oh mon Dieu, je vais jamais y arriver, je n'ai absolument pas les ressources? Est-ce que j'ai pensé, je vais décevoir mes gens, mes proches? Est-ce que j'ai pensé, il faut absolument que je réussisse? Est-ce que j'ai pensé, bref, je vais pas sortir toutes les croyances du monde, mais en tout cas,
Essayez d'identifier cette pensée. Une fois que vous l'avez identifiée, ça, c'est votre schéma qui va être à briser, parce que ce schéma, il ancre encore plus vos émotions négatives. Maintenant, il va falloir remplacer les pensées génératrices d'émotions négatives par des pensées plus justes et réalistes. Et donc, la façon dont vous allez faire, c'est que vous allez vous poser et réfléchir à, OK, telle personne que j'admire ou telle personne de mon entourage qui a un comportement que j'aimerais avoir, qu'est-ce qu'il penserait? Et puis, si vous n'y arrivez pas, demandez-lui demandez-lui à elle ou à lui, hein, que penserait telle personne? Est-ce qu'il y a d'autres manières dont je pourrais percevoir la situation? Et plus vous allez réfléchir à des réponses alternatives, plus vous allez voir en fait qu'il y a plein d'autres façons de réagir que la vôtre. Donc déjà, ça vous permet de sortir votre pensée comme centrale et de la mettre juste, en fait, elle ne devient juste qu'un petit point au milieu de plein d'autres petits points, de plein d'autres potentialités. Et une fois que vous avez fait ça, vous réévaluez votre niveau de croyance en votre, déjà l'émotion principale, et 2, en votre première pensée. Et sachez juste que, et je le dis, tout ce qu'on vous partage depuis le début, mais encore plus ici, c'est que ce ne sont pas des outils magiques. Ça demande beaucoup de répétitions, ça demande beaucoup d'exercices. C'est un exercice qu'il faut faire régulièrement, chaque jour. Il ne faut pas se mettre la pression non plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne marchera pas forcément du premier coup, en tout cas pas forcément puissamment. C'est au bout de plusieurs semaines, 1 mois, 2 mois, que là, vous ressentirez toute la puissance de ce genre d'exercice. Et oui, Coralie, ça s'écrit exactement comme ça, colonne de bec. Le constat numéro 4, et donc là on va sur un sujet, celui de la charge mentale et de l'équilibre des temps de vie. Donc l'équilibre des temps de vie, c'est l'équilibre entre la vie pro et la vie perso notamment. Le chiffre qu'on voulait vous partager, c'est déjà celui de 40% des professionnels RH qui ne sont pas satisfaits de leur équilibre vie pro, vie perso. Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont satisfaits de l'équilibre vie pro, vie perso, donc qui ont une vie peut-être plus équilibrée, sont aussi 50% plus susceptibles que les autres de se satisfaire d'une charge de travail qui est importante. C'est-à-dire que la perception de la charge de travail est plus positive quand on a un bon équilibre de vie entre sa vie pro et sa vie perso. Et ça s'explique notamment par le fait que la mémoire de travail, donc celle qui nous permet de travailler au quotidien, de traiter, de manipuler les informations en temps réel, de retenir, elle peut contenir 4 éléments en moyenne. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est à quel point ces éléments sont faciles ou difficiles au sens de chargé ou léger en émotion. Et plus c'est chargé en émotion, plus ça prend de la place cognitivement. Et donc, en prenant de la place, on veut dire aussi prendre de l'énergie. C'est pour ça qu'une forte charge mentale, ça va vraiment drainer cette énergie et atteindre nos fonctions cognitives, mais aussi notre capacité à nous ressourcer, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une forte charge mentale, un peu d'ailleurs à la manière du stress, on va augmenter le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Ça va, à long terme, favoriser un épuisement mental, qui passe par un épuisement émotionnel, mais aussi cognitif notamment. Et donc face à ça, il y a plein de choses qu'on peut faire encore une fois. Il faut inclure des pauses, de la respiration, évidemment du sommeil. Mais on a choisi de développer ensuite plutôt une technique de déconnexion qui s'appelle la douche émotionnelle. Et on parlera du sommeil un petit peu plus loin. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit on va plutôt élaborer sur comment créer ce sas de déconnexion grâce à la douche émotionnelle. Ouais. Et en fait, cet exemple qu'on a choisi de vous partager avec Julia, c'est un exemple qui a 2 noms, enfin qui a plein de noms, je pense, et qui est utilisé. Alors c'est pas nous qui l'avons inventé, en fait, c'est des DRH clientes qui nous ont dit qu'elles faisaient ça. Une l'avait appelé sas de décompression, l'autre l'avait appelé douche émotionnelle. On a gardé l'idée de la douche émotionnelle, ça nous a bien plu. Mais l'idée est exactement la même, c'est-à-dire que c'est la nécessité de créer un espace-temps entre votre travail et votre vie personnelle pour se nettoyer. À l'instar de, voilà, quand on a passé une journée, je sais pas où est-ce que vous habitez, mais par exemple, quand nous, on a passé une journée dans la pollution parisienne, qu'on est allé au sport à 18h, qu'on rentre chez nous, il est 19h30,
en fait, on va avoir le besoin, la nécessité de prendre une douche pour enlever un petit peu la crasse, la pollution, la sueur, et arriver chez nous et se poser sur notre canapé en étant propre, sain, et comme si en fait on repartait à zéro et on était beaucoup plus apaisé. Et donc c'est de se dire, si on fait ça avec son corps, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas avec son esprit? Et donc par exemple, pour prendre une douche émotionnelle, vous avez plusieurs rituels que vous pouvez mettre en place. Ici, encore une fois, je vous en donne 4, mais vous pouvez en mettre tellement plus. L'important, c'est que ça vous corresponde à vous. Vous pouvez par exemple faire de la respiration, de la méditation, notamment si sur votre trajet de retour, vous n'êtes pas obligé de conduire, mais que vous êtes passif dans votre retour vers la maison. Vous pouvez marcher, vous mettre en mouvement. Ça peut par exemple, pour ceux qui sont dans une ville où il y a un métro, sortir à l'arrêt d'avant pour pouvoir marcher. Ça peut être justement profiter du fait de se doucher pour vraiment se dire, ok, là, je vais peut-être faire de la pleine conscience sur le moment, je vais essayer d'être présente dans l'ici et maintenant. Et au-delà, en fait, d'enlever cette pollution que j'ai sur le corps, je vais visualiser, et c'est un peu de la projection, hein, de projeter en fait cette pollution mentale sur la vraie pollution qu'il y a sur le corps. Ça peut être écrire sur un carnet, externaliser en tout cas ses pensées, en tout cas les sortir de votre tête. Le dernier constat, c'est celui d'une santé physique qui est assez dégradée. Alors, je vous avoue que ce constat-là, on le fait sur les populations RH, mais pour le coup, c'est pas quelque chose qui diffère énormément de la population salariée générale. On se rend compte qu'il y a seulement 46% des professionnels RH qui estiment se sentir en forme physiquement, et à peine plus d'un tiers qui disent se réveiller en se sentant frais et disposé. Donc, ça pose évidemment la question du sommeil. On répète vraiment toujours l'importance du sommeil, et je pense qu'on ne le dira jamais assez. Il faut savoir que le sommeil, en particulier le sommeil profond, permet de diminuer la production de cortisol et de favoriser la récupération émotionnelle, la récupération cognitive. Le sommeil, ça permet de consolider la mémoire, ça permet d'avoir une meilleure prise de décision, une meilleure régulation des émotions. Donc c'est vrai aussi que quand on parle de sommeil, on parle de gestion du stress, dont on parlait un petit peu avant, de régulation des émotions. Donc le sommeil, c'est un peu la pierre angulaire de pas mal de choses qu'on a partagées avec vous aujourd'hui. Et à l'inverse, le manque de sommeil, ça va altérer ses fonctions. Donc on va réduire la concentration, la capacité à prendre des décisions, on va être plus impulsif, etc., etc. Et donc, encore une fois, je pense que le sommeil, c'est vraiment un peu cette pierre angulaire, et c'est ce qui va permettre de renforcer tous les leviers que Anaïs vous a présentés avant. D'où l'importance des leviers qu'Anaïs va développer ensuite sur comment favoriser la qualité de votre sommeil. Oui. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 8 minutes, donc je vais passer vite, parce qu'en plus, sincèrement, pour le sommeil, ça nécessiterait une conférence d'1 heure. Mais en tout cas, ce qui est hyper important à se dire, c'est que quand vous vous sentez mal, nous, c'est toujours important de se poser les questions suivantes. Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que vous avez bougé votre corps? Et est-ce que vous avez bien dormi? Si déjà, il y a un de ces 3 piliers qui faille, c'est déjà peut-être à cause de ça que vous êtes un peu irrité, instable dans vos émotions, ou fatigué. Et donc, pour améliorer son sommeil, en fait, vous avez des protocoles qui existent en thérapie cognitive et comportementale. Ici, je vous partage notamment les 3 bases, on va dire, de ce protocole. Premièrement, c'est d'aller travailler sur votre hygiène de sommeil. Donc, ça va être votre relation aux écrans, votre relation stimulant, respecter des horaires de coucher réguliers, attention au sport trop tard, éviter aussi de manger trop lourd, trop gras, avant de dormir, ou trop proche, hein, même si vous mangez léger, de manger trop proche du moment où vous allez vous coucher. Le deuxième pilier, c'est l'environnement de sommeil, c'est-à-dire votre chambre, avec une température qui doit être idéale pour dormir, entre 17 et 19 degrés, une obscurité totale, donc avec un masque si jamais vous pouvez, pareil, des bouchons d'oreilles pour limiter le bruit, et aussi un espace qui est quelque chose qui était hyper important, c'est un petit peu de sacraliser cet espace de la chambre et du lit qui est lié au sommeil et à la sexualité, bien évidemment, mais en tout cas, pas de télé, pas de travail. Et notamment, quand on parle de télétravail, on en voit beaucoup qui télétravaillent de leur lit. C'est vrai que ça peut aider parfois à se déstresser en étant dans un environnement reposant, mais ça ne va pas vous aider côté sommeil, pardon. Et troisièmement,
ça va être de partir du principe qu'il va falloir apaiser le mental avant de dormir. Si votre mental, il part à toute berzingue avant de dormir, je pense que c'est quelque chose qui, de toute façon, soit vous empêchera de vous endormir, soit vous réveillera durant la nuit. Donc, n'hésitez pas à adopter différentes techniques et à voir laquelle est la bonne pour vous. Ça peut être lire quelques pages pour vous sortir la tête de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça peut être d'écouter des sons relaxants. Ça peut être faire de la méditation, de la respiration, de la cohérence cardiaque. Ça peut être d'avoir un bloc-notes. Avoir un bloc-notes, c'est toujours pas mal, encore plus si vous vous réveillez à 2 heures du matin avec des ruminations anxieuses pour écrire toutes ces ruminations. C'est quelque chose en tout cas qui peut vous être utile. Donc choisissez tout ce qui vous convient. Donc par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant de passer aux questions, on vous a partagé ici 5 axes de travail. Je vais pas tous les répéter encore plus parce qu'ils sont visibles sur la slide. Ce que je voulais vraiment vous dire ici, c'était que c'est hyper important de commencer petit. Vous dites pas, ok, je veux prendre soin de ma santé mentale, je vais travailler sur ces 5 axes-là. L'avantage en psychologie, en santé mentale, c'est que tout est interconnecté. Si vous travaillez sur votre sommeil, ça va impacter votre régulation émotionnelle. Si vous travaillez sur vos biais cognitifs, ça va aller travailler sur vos relations et sur votre charge mentale. Si vous travaillez la charge mentale, ça va, enfin bref, vous m'avez comprise. Donc, commencez petit, choisissez celui qui vous parle le plus, celui pour lequel vous vous dites, ok, ça, je peux le faire et je vais prendre plaisir à le faire. Et commencez par ça. Soyez toujours patient dans votre évolution, dans la création de vos nouvelles habitudes. Et plus vous allez répéter, être patient et avoir de la tolérance envers vous-même, plus vous verrez que votre santé mentale va pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Alors, et je rebondis tout de suite sur le commentaire de Viviane, parce que je pense que Viviane, vous soulignez un point qui est extrêmement important. Parce que, en fait, aujourd'hui, concrètement, on est sur un webinaire qui est pour vous en tant qu'individu. Donc, bien évidemment, en fait, qu'on vous partage des outils qui, vous, en tant que personne, vont vous être utiles. En revanche, et chez TIL, c'est 100% notre approche, au-delà de l'organisation, c'est qu'en fait, ce qui est très important, c'est qu'il y a 3 piliers à prendre en considération sur la santé mentale. L'individu, le manager et l'entreprise. Et si jamais, en santé mentale, vous ne travaillez que sur l'individu, ça ne fonctionnera pas. Si vous travaillez que sur les managers, ça ne fonctionnera pas. Et si vous ne travaillez que sur l'entreprise, ça ne fonctionnera pas. L'important, en fait, c'est justement d'aller travailler la santé mentale de chacun, l'entreprise, le manager et l'individu, pour vraiment réussir à créer une entreprise et une société aussi plus saine et soulager la santé mentale de toutes les parties prenantes d'une entreprise. Ce qu'on dit même, c'est que c'est une approche qui est systémique. Et effectivement, dans le côté systémique, il faut surtout pas oublier les pratiques managériales et la culture de l'entreprise. Donc, 100%, c'est une excellente remarque. Et d'ailleurs, je trouve que ça fait aussi une bonne liaison avec notre prochain webinaire, si ça vous intéresse. C'est vraiment ce sujet-là qu'on traite en parlant du baromètre de la santé mentale des salariés, en se disant quel est le constat, mais aussi comment est-ce qu'on peut les aider individuellement, comment est-ce qu'on peut les aider à travers les pratiques managériales et en changeant justement l'approche managériale, et comment est-ce que l'organisation peut s'adapter et créer justement ces leviers plus dans la culture de l'entreprise et dans la façon dont on traite ce sujet de la santé mentale d'un point de vue stratégique et non pas d'un point de vue juste effectivement d'apporter des solutions individuelles, mais vraiment comme un tout. Oui. On peut passer aux questions. Et moi, je sais qu'il y avait une première question. Enfin, c'était pas une question, mais c'était un commentaire qui venait de Marie-Pierre qui disait « Face aux salariés, il ne faut jamais paraître faillible ». Et je vais le relier à un commentaire qu'avait posté. Oh là là, vous écrivez. Du coup, j'arrive pas à retrouver le commentaire. C'était Emmanuel qui avait écrit « Surveiller, contrôler, maîtriser ». Beaucoup d'injonctions, me semble-t-il. Nous, je sais que quand on commence à travailler dans les thérapies cognitives et comportementales et qu'on essaye d'identifier la pensée qui se trouve entre la situation et l'émotion, généralement, les premiers mots de cette pensée, c'est « il faut ». Parce qu'à partir du moment où vous intériorisez des injonctions qu'on vous a appris quand vous étiez enfant ou que vous avez appris dans le monde du travail et que vous les faites vôtres, en fait, cette pression, elle n'est plus externe à vous, elle est interne. Donc, même si cette pression disparaît à l'extérieur, vous la mettrez toujours. Et donc, voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Il faut faire attention au il faut et travailler sur ces croyances de «
pourquoi il faut. Et j'ai envie de, ouais. Ou je fais du mieux que je peux. Il nous reste que quelques petites minutes, une ou deux. Est-ce que peut-être on prend une dernière question, Anaïs? Ouais. Je vois comment gérer celle de Clément. Merci Clément. Comment gérer la charge émotionnelle et fatigue décisionnelle quand on est RH et qu'on doit absorber celle des autres? Ça reprend un peu ce qu'on disait effectivement sur la fatigue compassionnelle. Anaïs, tu veux peut-être conclure là-dessus? Oui, complètement. En fait, ça reprend complètement la fatigue compassionnelle. Oui, en fait, c'était finalement le levier 1. Peut-être que je peux revenir un petit peu. Il est où? Je me dépêche. Ok. Cette fatigue décisionnelle et cette charge émotionnelle, en effet, ce que je vous disais, il y avait développé son empathie, bien évidemment, mais ça, je vais pas revenir dessus. Il y avait d'autres éléments qui étaient possibles et c'est vrai qu'on n'a pas forcément appuyé dessus. Et notamment, par exemple, on n'a pas forcément parlé du point de vue collectif. Je suis passée très vite là-dessus, mais il y avait quand même cet aspect collectif. Et un autre élément que je trouve très important, c'est que, et dont j'ai pas parlé là, c'est de souligner tous les efforts aussi qui sont fournis par les RH en termes de relations interpersonnelles. En fait, la fatigue compassionnelle, elle peut venir aussi quand il y a un manque de reconnaissance des efforts qui sont faits dans la relation à l'autre. Où ça va devenir en fait des émotions et d'un soutien qu'on donne à l'autre qu'on va sentir comme quelque chose peut-être d'ingrat ou d'injuste parce qu'on n'a pas cette reconnaissance alors que c'est de véritables efforts. On a tendance à penser dans les pratiques de soins et encore plus parce que très souvent, j'ai envie de dire, vous RH et moi psychologue, on est dans le même bateau. On est majoritairement des femmes, 90% des RH, 90% des psys sont des femmes. Et donc, on pense souvent que cette capacité d'être présent à l'autre et à l'émotion des autres, c'est quelque chose qui est inné. Alors que c'est complètement quelque chose qui s'acquiert, qui se développe et qui demande tout autant un effort que les autres. Et donc, je dirais pour répondre à la question de Clément, un autre élément qui peut être intéressant, c'est justement d'aller soit de s'auto-donner cette reconnaissance, soit d'aller rechercher cette reconnaissance en demandant par exemple des feedbacks ou à intégrer ça par exemple dans un process d'évaluation de performance par exemple. Merci Anaïs. Je vois qu'il va falloir qu'on conclue. Je voulais juste citer, Michel vous disait dans le chat, malheureusement les entreprises ne sont pas des organismes apprenants. J'avais envie qu'on finisse sur une note un peu plus positive. Je pense qu'il faut aussi regarder ces sujets comme des opportunités de transformation pour les entreprises. Et effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui se saisissent de ces sujets-là et qui comprennent les enjeux qui sont derrière. Et vous, effectivement, en tant que RH, vous avez aussi ce rôle d'être des ambassadeurs, des moteurs pour créer des entreprises qui soient plus saines et pour contribuer à former, à définir ce qui sera le futur du travail et ce qu'on est en train de définir comme les entreprises saines de demain. Donc, je voudrais qu'on finisse sur cette note positive et je voulais surtout vous remercier parce que vous êtes aussi nombreux qu'au début de la conférence. C'était un plaisir de partager cette petite heure ensemble ou ces 3 gros quarts d'heure. Donc, merci beaucoup pour votre participation et avec plaisir pour vous retrouver nombreux à notre prochain webinaire sur le baromètre de la santé mentale des salariés où on parlera beaucoup plus effectivement de ce côté systémique. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.